Bonjour à toutes et à tous. Dans cette sixième conférence sur les rapports entre pouvoir et territoire, j'avais donné comme titre assez général au début quel avenir pour nos frontières. Je vais expliquer en allant un peu pourquoi ce titre et cette notion de frontière. Mais essentiellement, le but est de reprendre les différentes tensions qu'on a pu rencontrer au travers des problèmes qu'on a évoqués et d'essayer de voir les défis qui se présentent à toute pensée du politique actuellement. Pour ça, je voudrais partir d'un ouvrage, cette fois-ci non pas d'un philosophe mais d'un géographe qui s'appelle Michel Fouché, qui en 2007 a publié donc un livre dont le titre est L'obsession des frontières. Et dans cet ouvrage, il réfléchit donc sur la question de frontières, il relève le paradoxe suivant, à savoir que dans un monde qui affirme l'effacement nécessaire des frontières, ce monde de la mondialisation dont nous avons déjà parlé, paradoxalement, le nombre de frontières n'a cessé d'augmenter. C'est-à-dire qu'il souligne, quand ce livre est publié en 2007, que dans les 10 dernières années, plus de 26 000 kilomètres de nouvelles frontières internationales ont été instituées, que 24 000 kilomètres de frontières font l'objet d'accords et que plus de 18 000 kilomètres de clôtures et de barrières métalliques ont été érigés. C'est-à-dire qu'on peut supposer, c'est le point de départ de son analyse, que cette fureur en quelque sorte de délimiter, donc avec près de 60 000 kilomètres supplémentaires sur 10 ans, que cette fureur de délimiter est donc d'une certaine manière d'exclure est liée à la crainte permanente et persistante de ce qui a toujours constitué en premier lieu la frontière, à savoir les invasions venant de l'extérieur, et que finalement, et c'est ça le premier point du paradoxe, que à l'époque de la fin des territoires, annoncée de la fin des territoires, la question de la frontière devient plus vive que jamais. Il souligne donc que finalement, la multiplication des frontières n'est pas du tout en contradiction avec la mondialisation, mais bien plutôt quel est le corollaire de la mondialisation. C'est-à-dire qu'à l'ouverture économique et physique répond l'idée d'une consolidation territoriale pour des raisons multiples. Il faut facturer les visas pour ceux qui circulent, il faut facturer les produits commerciaux qui transitent, etc. Il remarque d'ailleurs que, il parlait de la présidence de George W. Bush, avait décidé de construire un mur qui faisait plus d'un tiers de la longueur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, dans le but d'endiguer le flot des migrants latino-américains. Il souligne de la même manière que si à l'intérieur de l'Europe, l'espace de Schengen conduit à une ouverture des frontières, en même temps, ceci se fait au profit de nouvelles limites extérieures à l'espace communautaire qui sont posées. Il souligne également que le mur et la frontière renaissent à plein d'endroits. Vous avez sans doute vu, par exemple, les images qu'on voit régulièrement à la télé de l'enclave de Ceuta, dans le nord du Maroc, avec toutes ces personnes qui risquent leur vie à essayer de passer ces barbelés et tous les problèmes que cela peut poser. C'est-à-dire que ce que Fouché commence par souligner, c'est que si on veut comprendre cette problématique des frontières, il est nécessaire de se placer à une échelle mondiale dans la lecture des phénomènes, à une échelle mondiale parce qu'à cette échelle, on se rend compte que les identités semblent être remises en question et que là où pointe la menace de l'uniformité, on se retrouve avec, bien souvent, le discours d'un repli identitaire que l'on retrouve dans la tentation populiste de nombreux discours au niveau européen et au niveau international. C'est-à-dire que, et c'est ce point de départ, c'est que la mondialisation semble avoir brouillé tous nos repères.
D'où ce paradoxe qui était le point de départ. C'est-à-dire que la mondialisation, finalement, n'abolit pas les frontières, mais elle les fabrique. Dès lors, la question qui se pose, c'est de savoir quel statut leur accorder. Alors, poser cette question, et là, c'était pour commencer à justifier le titre que j'avais donné, poser cette question du statut des frontières, c'est renvoyer au problème que nous avons rencontré jusqu'alors, c'est-à-dire que dans la question des frontières se cristallisent les tensions que nous avons pu noter. Cette tension entre le passage d'une société close, comme on a pu le montrer jusqu'alors, à une société ouverte. Toutes les analyses que nous avons essayé de montrer la dernière fois de Negri, qui s'installait dans le sillage de la pensée de Foucault et de Deleuze, tendaient à montrer justement cette disparition de la conception traditionnelle de la frontière, au sens où est remise en cause la notion traditionnelle de souveraineté. La souveraineté, c'est justement ce qui s'exerce à l'intérieur d'une frontière déterminée, et ceci non seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue économique. Donc, si Negri nous disait que nous sommes rentrés, je rappelais quelques points des différentes problématiques qu'on a croisées, si Negri nous disait que nous sommes rentrés dans l'ère de la postmodernité, alors il montrait ceci sur les changements qui ont eu lieu d'un point de vue économique, en montrant qu'on est passé du fordisme au post-fordisme. Il s'agit par là même de souligner, et c'était un des points que j'avais commencé par remarquer, que cette ère du post s'accompagne d'une ère du sans, c'est-à-dire du sans-abri, du sans-papier, du sans-domicile fixe, mais aussi d'ailleurs, si on se réinstalle dans la question de la frontière, du sans frontières, au sens où, au même moment, se développe toute une pensée qu'on peut trouver aussi bien dans les médias, dans l'idée du reporter sans frontières, du médecin sans frontières, ou dans le champ de l'humanitaire. Ce que nous montrait Negri, c'est que le rapport à l'espace a changé, que les modes de production ont changé, que les rapports du pouvoir ont changé. Ainsi, on ne peut plus penser, disait-il, en termes d'État-nation, et tous les concepts traditionnels du politique se trouvent de nouveau interrogés. C'est-à-dire que, et c'était la thèse qu'il s'attachait à soutenir, que les catégories traditionnelles du politique, à savoir les catégories de la modernité, que la modernité a pu construire, se trouvent être des catégories en quelque sorte obsolètes pour penser le monde contemporain. Et l'idée était qu'il fallait, dans ces conditions, inventer en quelque sorte une nouvelle grammaire du politique, et qu'à travers cette grammaire du politique, il s'agissait de remettre en cause les séparations du public et du privé, qu'il s'agissait de repenser à nouveau frais le pouvoir et de dépasser la notion d'État-nation. Ce qu'il y a, c'est que, simplement après avoir reprécisé les quelques points que j'avais posés la dernière fois, ce qu'il y a, c'est que cette pensée de la postmodernité, qui consiste à dire que les catégories de la modernité sont devenues obsolètes, rencontre une deuxième difficulté. Et cette deuxième difficulté, c'est ce qu'on avait posé dès la première conférence. C'est que cette tension n'est pas simplement à comprendre comme une production de la postmodernité, cette tension, elle est à comprendre au sein d'une crise même de la modernité. Et elle apparaît déjà dans ce fait que la notion d'État souverain, la notion d'État-nation, si elle est une invention de la modernité, c'est aussi ce changement, et c'était la première conférence que j'avais posée, c'est aussi un changement profond du rapport à l'espace. Et que se trouvent confrontés dans le début même de la modernité deux conceptions de l'espace, une conception de l'espace comme ce qu'il s'agit d'habiter, c'est-à-dire une conception qualitative de l'espace, et une conception d'espace qui est le produit même de la science moderne et de la technique moderne, à savoir une dimension quantitative de l'espace. Face à ces difficultés qu'on a pu évoquer à plusieurs reprises, deux discours de ce fait émergent. Le premier discours, c'est celui que on avait abordé dans le début de la première conférence, dans le début de la deuxième conférence,
Le premier discours, c'est celui qui consiste à constater que face à la crise de la modernité, face à un monde uniformisé et ouvert, il n'est possible de penser qu'une reterritorialisation. C'est-à-dire que c'est en recréant véritablement des espaces clos que, finalement, la question du politique peut véritablement renaître. Ce discours, il se manifeste finalement de deux formes. C'est soit le discours du protectionnisme souverainiste, qui finalement se pose aussi bien une souveraineté politique qu'une souveraineté économique à travers l'idée d'un repli, et avec toutes les difficultés que cela peut poser, c'est-à-dire un discours, on voit comment on est dans ces conditions, un discours assez extrême, qui est le discours de l'identité nationale, par exemple, de la préférence nationale, ou d'un autre côté, un discours protectionniste qui ne se trouve pas sur le même côté de l'échiquier politique, mais qui s'attache à essayer de penser la possibilité d'une reterritorialisation, d'une forme de protectionnisme économique qui ne soit pas attachée à une pensée de l'identité. Ce deuxième discours, bien souvent, est axé, en quelque sorte, pour reprendre une expression que Hegel utilise à propos de Kant et de la morale kantienne, c'est en quelque sorte, bien souvent, considéré comme étant le discours de la belle âme. C'est-à-dire un discours, finalement, qui essaye d'éviter l'écueil du repli préférentiel, du repli identitaire, mais qui en même temps est confronté au fait qu'il est difficile de penser un protectionnisme sans l'idée d'une fermeture, à nouveau, de la frontière. Le second discours, donc ça, le premier discours, un discours de reterritorialisation. Le second discours qu'on voit émerger, c'est un discours qui essaye d'inscrire la politique dans le dépassement de la notion de territoire. Ce discours, c'est celui qui prend acte de cette ouverture et des transformations du monde contemporain, et c'est celui qui essaye de se dire comment, à partir de ce moment-là, le politique peut finalement accompagner ces mutations économiques. Alors, ce deuxième discours, il rencontre des problèmes que nous avons pu évoquer la dernière fois. C'est-à-dire qu'il nous dit que dans ces conditions, la notion de souveraineté doit être dépassée, la notion d'État-nation doit être dépassée, et que, plus précisément, il faudrait passer. Alors, c'était tout le sens de ce que je m'attachais à expliquer chez Tony Negri la dernière fois, dépasser, par exemple, l'opposition du public et du privé pour essayer de penser une multitude et un monde commun. Mais un monde commun qui est plus à penser dans le partage d'une citoyenneté. Ce que je disais la dernière fois, c'est que se pose le problème, dans ces conditions, à se demander au niveau international ce qu'il peut y avoir de commun. Quand Tony Negri nous parle du fait que finalement on est dans une situation maintenant où les richesses, les biens sont produits par les activités mises en commun des hommes, quand il nous parle de capitalisme cognitif, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de commun entre le travailleur pakistanais et la personne qui travaille, le trader de Wall Street, c'est-à-dire est-ce que finalement on n'a pas affaire ici à une dimension qui est totalement utopique. Mais plus précisément, comment, dans cette pensée de l'ouverture, donc qui est celle du deuxième discours, peut-on penser la question du politique et la question de la citoyenneté? Pourquoi? Parce que la citoyenneté, elle est toujours pensée, elle aussi, par rapport à un territoire et par rapport à une délimitation. C'est-à-dire, est-il possible de passer, formuler ceci autrement, à travers cette question de la frontière, est-il possible de passer du politique à une forme de cosmopolitisme? Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier qu'être finalement citoyen du monde? Si finalement la notion de frontière devient obsolète, devient prisonnière d'une ancienne conception de la politique, peut-on penser en quelque sorte une politique sans frontières? La question qui se pose ici de la pensée, de la possibilité d'une politique sans frontières, c'est celle qui consiste à se demander dans ces conditions comment, je reviens sur la question de la citoyenneté, comment peut-on penser une souveraineté des individus là où il n'y a plus de frontières et d'espaces définis. Voilà les deux discours qui émergent, j'ai essayé de formuler un petit peu autrement ce que j'avais présenté jusqu'alors. Ce que l'on voit, c'est que ces deux discours, et c'est ce qu'on a essayé de montrer, conduisaient à des impasses.
Alors, il y a deux solutions. Soit on pense à un retrait, une disparition du politique, soit on essaye de se demander si dans ces deux discours, il n'y a pas un présupposé commun. Et c'est ce que je vais essayer de poser dans un premier temps aujourd'hui. À savoir que dans ces deux discours, il pourrait y avoir le présupposé commun d'un rejet de la modernité. Le second discours dit que les catégories de la modernité ne sont plus opératoires et ne sont plus obsolètes et qu'il faut passer à un monde de la postmodernité. Le premier discours, celui qui pense la notion de repli, celui qui pense la reterritorialisation, s'appuie profondément sur une critique aussi de la modernité, sur cette idée que la modernité, c'est le passage d'un monde clos à un monde ouvert, pour reprendre, c'est l'expression que donne l'historien des sciences Coiré quand il analyse la naissance de la physique moderne, il dit, avec la physique moderne, on est passé d'un monde clos à un univers infini. Eh bien, toute la critique de la modernité, elle se construit sur cette idée que, finalement, l'ouverture du monde que le monde moderne produit, et on en a, je vous avais parlé un petit peu de ceci, on en a une caractéristique radicale chez quelqu'un comme Heidegger dans sa critique de la technique, c'est que finalement, la modernité a ruiné définitivement l'enracinement, a ruiné définitivement la possibilité d'une pensée de la politique. Donc on a finalement, par deux fois, un présupposé, c'est que ce qui nous empêche de penser véritablement le monde contemporain, ce sont les limites même inhérentes à la modernité. Toute la question est de savoir si ce présupposé n'est pas discutable. Et c'est là que je voudrais revenir, j'en ai un tout petit peu parlé la dernière fois, sur le point de départ de la réflexion d'un philosophe contemporain allemand qui s'appelle Habermas et qui va être au cœur de cette réflexion. L'idée de Habermas, c'est de dire que plutôt que de penser une critique de la modernité, de penser que tout le problème que nous rencontrons actuellement vient d'un échec de la modernité, toute sa problématique, ça va être de dire que finalement, la modernité n'a pas accompli encore pleinement son projet et qu'il faut en quelque sorte réenchanter, redonner du sens au projet fondamental et au projet premier qui a été celui de la modernité. Et c'est quoi ce projet ? C'est celui d'une autonomie et d'une liberté des sujets. La modernité, elle se caractérise avant tout par une rupture à l'égard de la tradition. Ce qui caractérise le moderne, c'est qu'il ne s'agit plus de s'asseoir et de s'appuyer sur des références à la tradition pour penser le présent et pour penser l'avenir. C'est le sens même tout simple de ce que veut dire être moderne. On la voit apparaître, j'en ai parlé un tout petit peu politiquement chez quelqu'un comme Machiavel, lorsqu'il dit que finalement la politique n'a pas besoin de morale et n'a pas besoin de religion. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de s'asseoir sur des références traditionnelles pour se penser. C'est ça le point de départ, c'est ça qui inaugure ici cette rupture avec la modernité. Dans la tradition de la pensée plus métaphysique, plus philosophique, c'est pour ça qu'on dit que Descartes, c'est le grand philosophe moderne. Descartes, qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour lui ? Il s'agit de rompre avec toute pensée qui cherche un fondement ailleurs qu'en soi-même. C'est ça le sens véritable du sujet moderne, c'est de dire, au fond, quel est le seul fondement de la vérité ? Le fondement de la vérité, ce n'est pas la transmission de connaissances qui viennent d'ailleurs, le fondement de la vérité, il n'est pas extérieur à moi. Et comment je le découvre ? Je le découvre parce que, en doutant de tout, je découvre qu'il n'y a qu'une seule chose indubitable, absolue, dont je ne puisse pas douter, c'est que je pense, donc je suis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement ailleurs qu'en moi-même. C'est ça qui inaugure véritablement la rupture. Or, ce projet de la modernité, c'est véritablement ce qui va s'attacher à s'accomplir véritablement dans la pensée des Lumières. La pensée des Lumières, c'est cette idée que les individus peuvent passer d'une situation de minorité à une situation de majorité. Qu'est-ce que les Lumières ? C'est avoir le courage de se servir de son propre entendement. C'est-à-dire de ne pas appuyer ses décisions sur des autorités extérieures, mais c'est être finalement la seule autorité soi-même de sa propre pensée. Qu'est-ce que les Lumières ? C'est justement être capable d'être éclairé par sa propre raison et de penser par soi-même.
Ça, c'est ce que Kant véritablement pose dans ce petit texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et quand il s'attache à montrer le projet véritable des Lumières, il souligne par là même que ces Lumières supposent, j'en avais parlé rapidement la dernière fois, supposent la possibilité d'un usage de sa propre raison. Et la possibilité de l'usage de sa propre raison, c'est quoi? C'est l'existence de ce qu'il appelle un espace public. L'espace public, c'est le lieu dans lequel je peux me confronter aux autres comme un sujet qui pense. Il y a tout un ensemble de communautés particulières dans lesquelles je ne me confronte pas aux autres comme sujet qui pense. Ça, c'est ce qui se passe quand j'exécute des activités qui correspondent à une fonction que j'occupe dans la société. Mais, à côté de ça, que Kant appelle l'usage privé de la raison, il y a un usage public de la raison, c'est-à-dire la possibilité pour un individu qui est autonome de faire un exercice de sa raison dans sa confrontation avec les autres. Eh bien, c'est le point de départ de toute la réflexion de Habermas. C'est que, au fond, il s'agit de reprendre, de réenchanter en quelque sorte ce projet des Lumières qui n'a pas abouti. Pourquoi il n'a pas abouti? Alors, pour répondre à cette question, c'est toute la critique qui va être faite de la modernité au XIXe siècle. Il n'a pas abouti. Alors, je vous ai, comme j'en avais parlé très rapidement la dernière fois, dans les textes, j'ai mis quelques textes qui peuvent revenir là-dessus. En particulier, le premier texte que j'ai mis, c'est le texte de Max Weber, qui est tiré du Savant et du Politique, qui opère justement la critique, une critique de la pensée des Lumières, avec cette idée que, au fond, au XIXe siècle, la raison n'est plus devenue finalement qu'instrumentale, qu'elle n'est plus qu'une raison calculatrice, qu'elle n'existe plus que dans des processus de rationalisation. Et en constatant ceci, Max Weber annonce le pire. Le pire, c'est, vous lirez le texte, parce que je n'ai pas le temps de le lire là, parce qu'il est un peu long, le pire, c'est finalement ce qu'il aborde à la toute fin du texte, c'est la nuit dans laquelle le monde moderne peut être plongé. Cette nuit, j'en ai parlé un petit peu pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, cette nuit, c'est justement tous ces temps sombres que le XXe siècle va connaître. La deuxième critique des Lumières, j'ai mis aussi le deuxième texte, c'est le texte 2, qui est le texte tiré de la dialectique de la raison de Horkheimer et Adorno, qui montre que le projet premier des Lumières n'a pas véritablement abouti. Et cette idée que ce projet des Lumières n'a pas abouti tient au fait que là où la raison était censée permettre aux individus de devenir autonomes, la raison est devenue un processus de domination, aussi bien de la nature que de l'homme. Donc, vous pourrez regarder ce point également. L'idée fondamentale de Habermas, c'est de dire, oui, mais toute cette critique de la modernité consiste à dire que la raison n'est plus devenue qu'une raison technicienne ou calculatrice. C'est oublier une dimension fondamentale de la raison. Cette dimension que Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, avait déjà soulignée. C'est que la raison, c'est aussi cette capacité à réfléchir en commun sur des valeurs. En conséquence, face à la situation à laquelle nous sommes confrontés, Habermas dit « trois courants émergent ». Le premier, c'est le courant de ceux qui acceptent la modernisation sociale au détriment de la modernisation culturelle. C'est finalement ce qu'on appelle le néoconservatisme. Le deuxième courant, c'est le courant de ceux qui refusent entièrement la raison et qui disent qu'il faut inventer de nouvelles catégories en faisant exploser les catégories traditionnelles de la modernité qui ont conduit à un échec. C'est le courant de ce qu'on appelle les postmodernes. D'une certaine manière, ce qu'on a exposé la dernière fois avec Tony Negri. Et un troisième courant est possible, dit Habermas, c'est le courant de ceux qui défendent l'idée d'une raison éthique face à une raison instrumentale.
Et c'est dans ce courant-là que Habermas va s'installer. L'idée d'une raison éthique, c'est l'idée que la raison n'est pas nécessairement dans une logique de calcul instrumental, mais qu'elle peut être capable de s'interroger sur des valeurs en commun. Dès lors, ce que Habermas va essayer de penser, c'est comment analyser la question de l'État-nation à la lumière de cette distinction entre une raison instrumentale, une raison calculatrice et une raison capable de déterminer des valeurs en commun. Son diagnostic est le suivant. Bien sûr, il ne s'agit pas de reprendre les catégories traditionnelles qui sont devenues obsolètes. En quelque sorte, parce que l'État-nation, qui est né avec la modernité, n'est plus en mesure de jouer son rôle intégrateur. À plusieurs niveaux. Parce qu'il n'est plus capable de produire chez les individus une conscience nationale qui occupait la place même de l'État jusqu'alors. Et à ceci, il y a deux causes essentielles qui sont d'un côté le multiculturalisme et d'un autre côté la mondialisation. Donc il est illusoire, à commencer par souligner Habermas, de croire que les États-nations puissent retrouver une puissance extérieure, c'est-à-dire qu'il serait illusoire d'adopter l'espèce de tradition de repli sur soi, ou ce qu'on pourrait appeler la stratégie du hérisson. Il s'agit de se demander comment on peut donc répondre à ce double défi du multiculturalisme et de la mondialisation. Et là, comme je disais rapidement, reprenant ce que j'avais dit la dernière fois, que Habermas allait s'inscrire dans l'héritage de Kant sur la question de l'espace public, là, il va reprendre une autre analyse de Kant qui est fondamentale, sur laquelle je ferai passer un tout petit peu de temps, c'est l'analyse que Kant va faire dans un ouvrage qui a été un ouvrage important pour même des politiques au cœur du XXe siècle, qui est l'ouvrage du projet de paix perpétuelle. On dit que Wilson, quand il réfléchissait à la mise en place de la Société des Nations, avait ce livre sur le coin de sa table de nuit et qu'il passait son temps en permanence à lire Kant pour essayer de voir comment penser ceci. C'est-à-dire, pourquoi ce texte? Parce que c'est le texte dans lequel Kant va s'attacher à essayer de penser un cosmopolitisme moderne. Alors, c'est quoi le point de départ de Kant? Le point de départ, c'est que s'il s'agit d'établir un projet de paix perpétuelle, il s'agit de penser une paix qui ne soit pas simplement une trêve, qui ne soit pas simplement un armistice momentané, mais il s'agit de penser les conditions d'éradication définitive de la guerre. C'est-à-dire de partir de ce point de départ que la guerre est absolument condamnable moralement. Pourquoi c'est important sur notre question? Parce que la guerre, c'est bien ce qui se fait entre des États-nations. Qu'est-ce qui nourrit la notion d'État-nation? C'est la souveraineté sur un territoire et la possibilité de rentrer en conflit avec d'autres États-nations. Penser l'éradication de la guerre, c'est essayer de penser autrement l'État-nation. Et c'est pour ça que la réflexion de Kant qui émerge à la fin du XVIIIe siècle va être ce qui va être au cœur de la pensée contemporaine quand il va falloir essayer de penser une nouvelle forme d'État-nation. Et pour penser ceci, Kant pose trois principes. Il dit, si on veut établir une paix perpétuelle, il faut tout d'abord que dans chaque État, il y ait ce qu'il appelle une constitution républicaine. Une constitution républicaine, c'est ce qu'on appellerait, nous, actuellement, une démocratie. C'est-à-dire, au fond, une monarchie constitutionnelle pourrait correspondre à ce que Kant appelle aussi une constitution républicaine. C'est-à-dire que la première condition pour établir une paix perpétuelle, c'est qu'il y ait une égalité de droits des individus, c'est-à-dire qu'il y ait ce qu'il appelle tout un ensemble de droits civiques. La deuxième condition pour qu'il y ait une paix perpétuelle, c'est établir des relations de droit entre les États. C'est-à-dire, c'est de penser un droit international, ce que Kant appelle un droit des gens.
Mais il dit ceci ne suffit pas. Il faut une troisième dimension. Il faut penser la possibilité de ce qu'il appelle un droit cosmopolitique. C'est-à-dire, il faut établir au niveau universel un principe d'hospitalité. Alors pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas, tout l'effort de Kant, ça va être de dire, si on pense une gouvernance mondiale, si on pense un état des États, alors, à partir de ce moment-là, ça retire la souveraineté à chaque État particulier. Et donc, si ça retire la souveraineté à chaque État particulier, ça retire le statut, finalement, de citoyenneté à chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a une position de citoyenneté qu'à partir du moment où ceci a lieu dans un État souverain. Donc, il faut donc penser à la fois la souveraineté des individus et en même temps un rapport de droit entre les États. Donc, il s'agit de récuser l'idée d'un État mondial, d'un État des États. L'idée d'un État des États porterait atteinte, justement, à la souveraineté qui a lieu à l'intérieur de chaque État. Mais il s'agit aussi de penser le fait que la souveraineté à l'intérieur de chaque État ne suffit pas. Il faut penser un lien juridique entre les États. Un lien juridique entre les États, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire passer, finalement, d'un rapport de violence et de fait entre les États à un rapport de droit. Mais une fois que j'ai pensé un lien juridique entre les États, à partir du moment où, finalement, il n'y a plus de guerre, il faut aussi, pour que ceci continue, penser la possibilité pour chaque individu qui existe sur Terre d'être dans un rapport juridique avec les autres États. Et c'est ça que Kant va appeler le droit cosmopolitique. C'est-à-dire cette dimension qui consiste à penser et la souveraineté à l'intérieur d'un État et une fédération d'États, c'est-à-dire des liens juridiques entre les États, et troisième lien, un lien entre chaque individu et chaque État. C'est-à-dire, au fond, se demander ce que ça veut dire que penser la position de l'étranger, de tout étranger, par rapport à un État. C'est-à-dire que la question du cosmopolitisme, c'est réussir à penser comment je conduis à une reconnaissance juridique de l'étranger. L'idée de Kant, c'est que l'étranger ne peut jamais être considéré comme un être de non-droit, et ceci pour une raison simple, parce qu'il appartient à l'humanité. L'idée, c'est que le droit n'est pas une prérogative nationale, c'est que le droit est une prérogative de tout sujet. Alors, en quoi ça va influencer la réflexion de Habermas? Pour la raison suivante. C'est que là où va s'installer la pensée de Habermas, c'est dans une question très actuelle pour nous, à savoir la question de l'Union européenne. C'est-à-dire, quelle structure penser, parce qu'on est bien dans le même projet, le projet premier qui est celui de l'éradication de la guerre, le projet d'un marché ouvert, et se dire à partir de ce moment-là quelle structure institutionnelle penser dans cette structure de l'Union européenne. Alors, les positions d'Habermas vont évoluer tout au long de sa vie, mais le point de rupture, c'est un point qui va apparaître à la fin du XXe siècle, plus précisément dans un ouvrage qui s'appelle « Après l'État-nation », qui est écrit en 1998. Son constat est le suivant, c'est l'idée que la construction européenne n'a pas suffisamment, dans les années 80, avancé en termes de démocratie, de justice sociale et d'intégration politique. Donc, pour retrouver une véritable capacité d'action face aux mutations donc, que l'Europe a pu connaître, ceci passe nécessairement par la légitimation d'un État européen sous la forme d'une constitution fédérative. C'est-à-dire que Kant va reprendre cette idée d'une fédération d'États démocratiques, qu'il y a chez Kant, mais va dire le problème, c'est que si on en reste à cette fédération d'États démocratiques, ça ne va pas suffire. On voit les lenteurs avec lesquelles l'Europe se développe.
Il faut donc réussir à articuler ceci avec l'idée d'une souveraineté, c'est-à-dire d'un État fédératif. C'est-à-dire à la fois penser des États nationaux et un État fédératif. Je vous lis quelques passages. Habermas dit, même de la façon suivante, « Je suis pour une constitution européenne, donc pour que l'Union européenne se dote d'un nouveau principe de légitimité et acquiert elle-même le statut d'un État. Tant que les traités internationaux entre les gouvernements des États membres constituent la seule base réelle, le passeport européen, que vous comme moi possédons, demeure une fiction. Les citoyens des États membres ne pourront se considérer les uns les autres comme membres d'un même corps politique que le jour où ils se seront donnés par un référendum une constitution commune. C'est seulement à partir de ce moment qu'ils pourront réellement accepter que les charges soient réparties de façon plus juste par-delà les frontières. » Il enchaîne en disant, c'est une interview qu'il donne au Point, « La bureaucratie bruxelloise ne pourra être soumise aux critères de légitimation démocratique que nous avons fixés dans les cadres nationaux que si nous étendons nos procédures démocratiques à l'Europe tout entière. Le train post-national est donc parti depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il faut construire une forme étatique particulière, propre à l'âge de la mondialisation, parce que, en son sein, c'est ça l'idée centrale de Habermas, parce qu'en son sein, il n'y a de place que pour des rapports contradictoires de hiérarchie et de distinction. Il poursuit en disant « Il faut que les eurofédéralistes prennent conscience qu'à cet égard, une simple constitution ne suffit évidemment pas. Sans l'émergence d'une société civile européenne, d'un système de partis transfrontières, sans la formation d'un espace public européen et sans la création d'une culture politique dans laquelle les citoyens européens se reconnaissent, même la meilleure constitution du monde n'aura aucune vie réelle. Mais à l'inverse, sans l'effet catalyseur d'une constitution, ces processus complexes et indépendants ne seront pas même mis en route. Cela signifie que les premiers destinataires d'un tel projet ne sont pas les gouvernants, mais les mouvements sociaux et les organisations non gouvernementales, autrement dit les membres actifs d'une société civile qui ignore les frontières nationales. C'est-à-dire que l'État fédératif européen doit élargir et approfondir la démocratie sociale et politique. Comment ceci peut-il fonctionner? Eh bien, Habermas va inventer véritablement un concept ici qui est celui de souveraineté partagée. Il ne s'agit pas, si finalement, c'est-à-dire il s'agit de régler le problème qui se posait pour Kant. Kant disait, s'il y a un État mondial, un État des États, il n'y a plus de souveraineté des États. Donc Kant disait, il ne faut pas un État des États, il faut penser une fédération des États. Habermas dit, si on pense simplement une fédération des États sans un État fédéral, finalement on n'y parvient pas, une fédération des États est incapable de faire face à la logique de la mondialisation. Donc, il dit, Kant a eu une bonne intuition, il faut aller plus loin. Il faut quand même penser un État fédéral. Sauf qu'il faut régler le problème que Kant avait souligné. Si on pense un État des États, le problème, c'est celui de la souveraineté populaire. Donc comment, en penser un État fédéral, sans faire disparaître pour autant totalement les États. C'est-à-dire, c'est ça après l'État-nation. Comment penser un État post-national sans nier pour autant l'existence des États? Eh bien, le concept que Habermas va déployer à partir de ce moment-là, c'est le concept de souveraineté partagée. C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens soient des citoyens souverains à l'intérieur de leur propre État, à l'intérieur de tous ces États qui constituent l'Union, c'est-à-dire il faut bien une constitution républicaine, pour reprendre l'analyse de Kant, à l'intérieur de chaque État. Mais il faut aussi que ces citoyens soient doublement acteurs constituants. Il faut qu'ils soient aussi les acteurs d'une démocratie européenne. C'est-à-dire qu'il faut que, à la fois, il y ait des espaces publics nationaux et en même temps des espaces publics qu'il appelle transnationaux. Il faut que le même sujet soit finalement doublement citoyen.
faut qu'il soit à la fois sujet, citoyen de son propre État et citoyen de l'Union elle-même ou de cet État fédéral. Alors, on voit toutes les difficultés que rencontre cette question actuellement sur la question de l'Europe. J'ai fait ce petit détour là par Habermas parce qu'il est confronté véritablement à cette question et de la mondialisation et du dépassement de l'État-nation et de la question de la souveraineté et de la citoyenneté. Maintenant, le problème, c'est que la mondialisation, elle n'est pas qu'européenne. La mondialisation est par définition mondiale. Donc, la question, c'est est-ce que, finalement, on peut étendre ce modèle au-delà du champ de l'Europe? L'idée de Kant, quand Kant a mis en place le projet de paix perpétuelle, quand il a pensé une fédération d'États républicains, il pensait fondamentalement que, comme il y avait une dimension profondément morale et une définition profonde de liberté dans ces États républicains, c'était un modèle qui, petit à petit, pouvait s'étendre à une dimension mondiale. Sauf que les défis de la mondialisation, qui n'étaient pas ceux que Kant connaissait, nous montrent bien la difficulté qu'il y a à penser ça. Alors, ce que je voudrais relever à partir de maintenant pour ordonner ces questions, c'est, à partir de ce petit point d'analyse de Habermas, essayer de dénoncer quels sont les défis qui se posent désormais à la question politique par rapport aux différents constats que l'on a pu voir. Le premier défi, si on veut penser cette notion de souveraineté partagée, comme le dit Habermas, c'est le défi du sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, et on voit bien dans tout le discours de rejet qu'on peut entendre parfois à l'égard de l'Europe, c'est le sentiment d'une étrangeté par rapport à une union à laquelle on ne se sent pas appartenir. Cette question, elle est fondamentale. C'est une question politique fondamentale. On la trouve chez Rousseau déjà à la fin du contrat social. Quand Rousseau analyse à quelles conditions on peut établir un contrat qui garantisse la paix, la sécurité et la liberté, qu'il définit son contrat social comme un contrat dans lequel chacun est à la fois sujet, obéissant aux lois, et citoyen, auteur des lois, comment la liberté n'est possible qu'avec cette double dimension, chaque personne, c'est-à-dire quand il définit profondément ce qu'on appelle de manière moderne la démocratie, il pose deux points qui me paraissent essentiels. Il dit d'abord, il faut que cette union des individus relève d'un acte de volonté. C'est la première chose. Mais il pose une deuxième chose. Il dit, ça c'est encore présupposer une dimension finalement artificielle du lien. Comment faire pour donner un ciment véritablement aux liens, et aux individus et aux liens, et pour créer le sentiment d'appartenance? Et c'est ce qu'il écrit à toute fin du contrat social. Il dit, dans ces conditions, il faut établir ce qu'il appelle une religion civile. Alors, c'est un texte qui parfois est laissé assez de côté chez Rousseau, mais qui dit quoi? Qui dit, en quelque sorte, il faut qu'il y ait un acte de foi à l'égard de la patrie. Et s'il n'y a pas cet acte de foi à l'égard de la patrie, c'est-à-dire un sentiment, il faut installer l'attachement à la communauté dans le fond du cœur des hommes, dit-il. Cette religion civile, c'est une religion sans Dieu. C'est une religion qui se contente de quelques principes négatifs, dont le principe de tolérance, mais qui, finalement, inscrit le lien qui constitue l'unité et qui va pouvoir garantir la souveraineté. Cette religion civile, si on peut la penser à un niveau national, elle pose problème quand il s'agit de la penser à un niveau international. C'est la question réelle du sentiment d'appartenance. Comment créer un sentiment d'appartenance à partir du moment où on dépasse l'État-nation? À ceci, Habermas amène une réponse. À travers un concept, je vais énoncer quelques concepts que je n'aurai pas le temps de développer complètement, mais qui sont, il me semble, intéressants pour comprendre les problèmes actuels. C'est le concept de patriotisme constitutionnel. Qu'est-ce que dit Habermas? Ce concept est né
au moment dans les années 80, de ce qu'on a appelé la querelle des historiens en Allemagne. Cette querelle des historiens, c'est une querelle qui est née à propos de discussions quant à la Shoah, où il y a, vous savez, toute cette démarche de l'Allemagne qui s'attachait à régler ses comptes par rapport à son propre passé. Et un courant est apparu qui, en quelque sorte, s'est attaché à défendre l'idée que l'extermination finale au sein de la Shoah n'était finalement est née véritablement d'une réponse à l'égard du stalinisme. Et donc, il n'y avait pas une particularité, une unicité dans la dimension absolue du drame, mais qu'on pouvait relativiser ça dans une dimension historique. Habermas s'est opposé radicalement à une telle lecture. Et son idée était de dire qu'il ne s'agit pas que le peuple allemand nie sa propre histoire. Il s'agit que le peuple allemand dépasse sa propre histoire, mais le dépassement de cette propre histoire ne peut se faire véritablement qu'à partir du moment où ce qui constitue l'identité du peuple, ça va être véritablement de penser une unité à travers des principes communs de la Constitution. C'est-à-dire non pas de se reconstruire artificiellement une histoire, non pas de nier sa culpabilité, mais véritablement de penser que ce qui garantit l'unité du peuple allemand, ce sont les institutions démocratiques. Cette idée-là, il s'attache à l'étendre comme le ciment qui peut constituer le lien au niveau transnational. C'est-à-dire comment ce sont des principes, d'où la notion de patriotisme constitutionnel, comment ce sont des principes constitutionnels qui peuvent assurer l'identité. Tout le problème, donc je vous disais, c'est le premier défi, c'est le défi du sentiment d'appartenance. Comment penser un sentiment d'appartenance transnational et même mondial? Le deuxième défi, c'est le défi de l'exclusion. Et là, je voudrais reprendre un petit peu les analyses qu'on avait abordées avec Hannah Arendt. Quand elle s'attachait à montrer que le problème du monde contemporain, c'était le danger de ce qu'elle appelait l'acosmisme, la perte du monde. C'est-à-dire ce moment où des individus n'ont plus aucun sentiment d'appartenance. Quand elle aborde cette question de l'acosmisme, elle pense d'abord à ce qu'elle nomme les parias, ceux qui finalement n'appartiennent, ne vivent que dans l'exil. Elle a derrière la pensée de la question du peuple juif. Ceux qui ne vivent que dans l'exil et qui ne sont rattachés à aucune communauté particulière qui leur permet de vivre dans un monde commun. Et ce qu'elle montre, c'est que, au fond, ces parias ne vivent plus que sur un principe qui va être le principe de la fraternité, du regroupement fraternel, excluant toute dimension politique. Pourquoi il s'agit de régler cette question de l'exclusion? Parce qu'on voit bien que le dépassement de l'État-nation à travers un État transnational, par exemple d'un point de vue européen, crée deux logiques d'exclusion. Il recrée véritablement des frontières et des murs autour de l'Union européenne. Il suffit de penser à toutes ces images qu'on peut voir de Lampedusa, etc. Mais il crée aussi une logique d'exclusion à travers une intériorisation de la frontière chez des individus qui sont au sein même de cette communauté européenne. Ça, c'est l'exclusion économique et sociale. Or, si le politique ne prend pas en charge cette double exclusion, l'exclusion finalement des sans-papiers, l'exclusion de l'étranger comme n'appartenant pas à la communauté, et celui qui est exclu au sein de la communauté comme ne partageant pas un monde commun, à partir de ce moment-là, le politique est incapable véritablement de se penser comme étant capable de réguler le principe de la globalisation. C'est le sens que Hannah Arendt permet de penser en distinguant la globalisation de la mondialisation. La globalisation, c'est véritablement, à proprement parler, le principe d'uniformisation économique.
Mais la globalisation qui pense l'indifférenciation des individus et l'indifférenciation des points de vue n'est pas, nous dit-elle, la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi? C'est vivre avec l'horizon d'un monde commun. Être homme, c'est vivre avec l'horizon d'un monde commun, c'est appartenir en commun à l'humanité. Et c'est ça que Kant pense à travers la notion de droit cosmopolitique. C'est-à-dire, c'est de dire qu'aucun individu, en ce qu'il appartient au même monde, au monde qui constitue l'humanité, aucun individu ne peut être exclu des droits. Anna Arendt associe une formule, c'est le droit le plus fondamental, c'est le droit d'avoir des droits. Et c'est ça qu'il s'agit de commencer par penser. Ce droit d'avoir des droits, c'est simplement la reconnaissance de l'appartenance à un monde commun. Le troisième défi, c'est celui des espaces publics. C'est-à-dire, comment penser un espace public au-delà de l'État-nation, à partir du moment où la notion d'État-nation est elle-même dépassée. Là, il me semble qu'on peut s'appuyer sur les analyses qu'on avait vues de John Dewey, où il nous montrait une chose, à mon sens, essentielle. C'est le moment où il nous montrait comment le public n'est pas quelque chose qu'il s'agit de définir par avance, mais le public naît de la confrontation de points de vue communs à partir du moment où les conséquences des actions engagent d'autres que moi-même. Ce que Dewey nous permettait de penser, c'est que l'espace public n'est pas donné par avance, l'espace public est toujours l'objet d'une construction qui ne recouvre pas les frontières de l'État. Il peut y avoir des types de préoccupations qui font l'objet de débats publics au-delà même des frontières de l'État. Le quatrième défi, c'est le défi de la reconnaissance. C'est-à-dire que des individus ne peuvent participer à des espaces publics communs qu'à partir du moment où ils, justement, ne sont pas exclus, où ils sont reconnus comme tels. C'est le sens des analyses du directeur actuel de l'école de Francfort, qui s'appelle Axel Honneth, dans un livre qui s'appelle « La société du mépris », où il souligne que la dimension sociale des individus ne peut pas être réduite à un rapport de droit. Et il distingue 3 sphères de reconnaissance. La première sphère, c'est ce qu'il appelle la sphère de l'amour, qui touche les liens affectifs. C'est-à-dire, il se pose la question à quelles conditions l'individu se sent reconnu. Donc la première sphère, c'est la sphère de l'amour qui touche les liens affectifs, unissant une personne à un groupe restreint. La deuxième sphère de reconnaissance, c'est ce qu'il appelle la sphère juridico-politique. C'est parce qu'un individu est reconnu comme un sujet universel, porteur de droits, qu'il peut comprendre ses actes comme une manifestation respectée par tous. Et la troisième sphère de reconnaissance, c'est la sphère sociale. Autrement dit, pour parvenir à établir une relation ininterrompue avec eux-mêmes, les humains doivent encore jouir d'une considération sociale leur permettant de se rapporter positivement à leurs qualités particulières. Donc 4 défis, je disais, le sentiment d'appartenance, le dépassement de la question de l'exclusion et la construction d'espaces publics multiples communs. Qu'est-ce que ceci conduit à penser? Ça conduit à penser, premier point, que la politique, là je voudrais revenir sur une analyse qu'on avait en partie menée, c'est que s'il y a ces 4 défis qui se présentent, c'est que la politique est nécessairement, par rapport à un monde qui est devenu absolument incertain, une affaire d'invention. Et c'est ce que disait Claude Lefort à travers cette démonstration, cette définition, quand il disait « En démocratie, le lieu du pouvoir est vide ». Et la démocratie ne peut être pensée que sur un mode processuel, que sur un mode d'invention. Ce qui se passe, c'est quoi? Et on voit bien avec la question européenne, c'est que
l'idée de penser uniquement un État des États semble être impossible. Autrement dit, je vais le formuler autrement, le cosmopolitisme, ça n'est pas la politique. Et on ne fait pas de la politique avec du cosmopolitisme. Ce que le cosmopolitisme essaye de penser, c'est l'horizon de principes régulateurs communs. Mais on ne peut véritablement penser ceci qu'à partir du moment où l'individu est d'abord considéré comme citoyen d'un État. Et c'est la formule qui se trouve au début du texte. Alors, juste avant, vous verrez, il y a tout le texte d'Habermas qui reprend les points sur l'État fédéral. Le texte 5, qui est un texte d'Hannah Arendt, lorsqu'elle commente un passage du philosophe Karl Jaspers sur la notion de citoyenneté du monde. Et elle commence de la sorte en disant « Nul ne peut être citoyen du monde comme il est citoyen de son pays ». Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, la politique suppose toujours un type d'ancrage dans le monde qui permet à tout individu d'avoir un point de vue particulier sur le monde. La politique, c'est la confrontation de ces points de vue multiples sur le monde. Donc, la politique, c'est la reconnaissance d'une multiplicité, d'une pluralité. Toute la négation, et on l'avait vu, toute la négation de la politique, aussi bien dans la globalisation que dans les totalitarismes, c'est une pensée de l'uniformisation face à la multiplicité des points de vue. Donc, si on veut penser la politique, il faut penser cette pluralité des points de vue, et cette pluralité des points de vue qui se confrontent au sein d'espaces publics. C'est la première chose. La deuxième chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique ne se résume pas à la question du vote. La politique, ça n'est pas l'affaire des politiques. La politique, c'est l'affaire de tout homme en tant que citoyen. Autrement dit, si la politique, ça ne se résume pas, et la démocratie, ça ne se résume pas à la question du vote, ça signifie qu'il ne peut y avoir de politique qu'à partir du moment où émergent à tout endroit les conditions de possibilité d'espaces publics multiples de confrontation. Troisième point, ça veut dire que ces espaces publics ne sont pas définis par des institutions au-delà des individus, mais que ces espaces publics émergent de la confrontation même des points de vue et de la prise de conscience des conséquences de décisions. Et qu'est-ce que c'est que légiférer? Légiférer, c'est légiférer à l'issue de cette confrontation qui est produite au sein d'espaces publics. Ça signifie finalement que il ne peut y avoir de pensée de la politique, et c'est ça peut-être toute la difficulté, face à la globalisation, il ne peut y avoir de pensée de la politique qu'à partir du moment où on accepte cette idée que la politique n'est pas affaire de vérité, que la politique c'est une affaire permanente d'incertitude et d'invention. Alors, face aux nouveaux défis que le monde contemporain pose, il y a deux issues qui se présentent, soit celle de l'acceptation aveugle de globalisation, soit celle d'un repli, d'une reterritorialisation, mais qui, paradoxalement, si on regarde bien, reterritorialisation qui s'affirme dans une position de la négation des différences. C'est-à-dire que par deux fois, on a une négation des différences. Ce n'est pas un hasard, cette logique de reterritorialisation, elle prend toute sa dimension dans les positions extrêmes du pouvoir politique. C'est-à-dire que, à chaque fois, il s'agit d'obéir à une loi qui se présente comme une loi de certitude face, finalement, à l'incertitude de la rencontre d'une pluralité dans des espaces publics. C'est ce que Arendt soulignait. Et là, c'est les deux analyses qui me paraissent essentielles du totalitarisme, et celle de Arendt et celle de Lefort. Ce que Arendt soulignait véritablement sur le drame du XXe siècle, c'est ce double processus d'uniformisation qui se trouve aussi bien dans l'impérialisme économique que dans le totalitarisme. Ce que Lefort soulignait, c'est que le totalitarisme apparaît là où, justement, des individus
attendent face à l'incertitude, face à la dimension uniquement processuelle et inventive de la politique, c'est ce moment où des individus remplacent cette angoisse de l'incertitude par le discours de la certitude. Ce sont les deux écueils permanents qui viennent du fait qu'il y a toujours quelque chose d'insupportable dans cette idée que, finalement, la politique ne peut être que invention permanente, conflictuelle de nouvelles institutions. Alors, face à ça, le discours, on le voit émerger très fortement, d'une dépolitisation qui consiste à dire, oui, mais n'importe comment, au fond, on voit, aux dernières élections, on va le voir sans doute très fortement aux futures élections européennes, c'est-à-dire le discours qui consiste, qui est le discours de dépolitisation absolue, qui consiste à dire, mais les politiques, il y en a marre, ils font n'importe quoi. Mais ce discours où, au fond, l'Europe dysfonctionne, c'est qu'une Europe des experts. C'est-à-dire, qui finalement, par deux fois, est le même discours. C'est-à-dire, c'est se plaindre d'individus qui décident à notre place. Mais se plaindre d'individus qui décident à notre place, c'est être prisonnier d'une définition de la démocratie. C'est penser que la démocratie, et c'était ça le sens de l'analyse de Lefort, c'est penser que la démocratie, elle se définit au mieux par la capacité de voter. Et de ce fait-là, le rejet du politique, on vient de décider la possibilité de bulletin blanc des prochaines élections, le rejet de la politique, il se manifeste uniquement dans soit des votes contestataires, soit dans une absence de participation. Mais penser ceci, c'est refuser de penser ce que c'est véritablement qu'un espace public. C'est refuser de penser ce que c'est véritablement qu'une démocratie. Une démocratie, ça n'existe que par, justement, l'action politique commune et concertée. Mais l'action politique commune et concertée, ça veut dire, une fois de plus, que... et c'est ça le sens de l'enseignement de Dewey, c'est que la politique, elle n'est pas définie, et l'autorité ou la souveraineté politique, elle n'est pas définie par avance. La souveraineté politique, elle se crée en permanence au travers d'espaces publics qui se construisent. Et penser dans ces conditions que la politique se construit de manière permanente au travers d'espaces publics qui ne sont jamais définis par avance, c'est bien saisir que le vote est une manifestation de la démocratie. Mais finalement, que penser la démocratie uniquement à travers le vote, c'est risquer de conduire à une négation du politique, à une désaffection du politique. Alors, dans son dernier article, quand il s'agissait de réagir face à la crise européenne, Habermas a déclaré la chose suivante. Il dit « Il faut un effort de coopération à partir d'une perspective politique commune pour promouvoir la croissance et la solidarité dans l'ensemble de l'eurozone. Un tel effort demanderait à l'Allemagne, comme à plusieurs autres pays, d'accepter dans leur propre intérêt à long terme une distribution qui ne leur soit pas profitable à court et à moyen terme. Deux points, un exemple classique de solidarité. » C'est-à-dire que, face à la crise politique, il fait appel à une valeur qui peut paraître très étrange par rapport à toute la réflexion qu'on a pu mener jusqu'alors. Cette valeur, il l'appelle ici la solidarité. Ça semble ici, alors c'est très étrange quand vous avez quelqu'un qui passe son temps à réfléchir sur les questions institutionnelles, sur les questions du droit, de dire au fond la seule issue, et la seule chose qui peut permettre de reconstruire le politique, c'est la solidarité. C'est-à-dire, on a l'impression ici d'un discours qui ressemble plus à un vœu pieux qu'à un discours politique lui-même. Mais qu'est-ce que ça signifie, la solidarité ? Ça signifie que ça n'est sans doute que dans la rencontre avec l'altérité que la reconnaissance du lien avec l'autre peut se déployer. Ça signifie quoi? Ça signifie que la solidarité doit être ce qui guide la pensée et la construction de nouvelles institutions. Une fois de plus, ça signifie que ces institutions ne doivent pas être définies de manière verticale, mais ça signifie que la politique doit être pensée de manière horizontale. Alors ce vœu pieux de Habermas peut paraître bien utopique, et tout le discours de Dewey peut paraître bien utopique également. Pourquoi? Parce que dire, au fond, la politique est invention, ça veut dire qu'il s'agit, la seule exigence que nous avons, c'est de réussir à inventer
maintenant des lieux qui n'existent pas encore. Inventer des lieux qui n'existent pas encore, d'une certaine manière, c'est la définition de l'utopie. C'est-à-dire ce qui ne serait que le produit d'un imaginaire et qui est en dehors de tout lieu réel. Alors, terminer sur les difficultés pour penser le politique par ce discours d'invention et un discours qui paraît utopique, pourrait, me semble au premier abord, paraître extraordinairement stérile. Mais l'utopie, c'est quoi? Et là, je voudrais penser, parce qu'on célébrait hier les 20 ans du génocide rwandais, à ce que dit justement à cet égard Ricoeur lorsqu'il aborde la question de la reconstruction ou de ce qu'il appelle la pensée d'une réconciliation. Et il dit une chose essentielle, il dit au fond, la justice, ça suppose quoi? Il dit, ça suppose un temps court et un temps long. Il y a le temps court quand il s'agit de régler immédiatement quelques problèmes, mais si on veut véritablement penser ce qui est juste, il faut dépasser le temps court et il faut penser la perspective d'un vivre en commun sur un long terme. C'est la question finalement politique par excellence. Et il dit, ça suppose quoi? Ça suppose de redonner toute sa place à l'imagination. L'imagination, c'est quoi? C'est cette faculté qui me rend capable de me mettre à la place de l'autre, qui me permet de me transporter en permanence là où je ne suis pas. Et c'est parce qu'il y a l'imagination que l'homme est capable, justement, de ne pas penser le rapport à l'autre qu'en termes de rapport de droit, mais qu'il est capable, dans ces conditions, de penser le rapport à l'autre comme une altérité différente de soi. Or, même si ça peut paraître bien utopique, on voit bien que cette place de l'imagination, elle a laissé la place à des institutions qui ont émergé véritablement en commun comme lieu de parole et d'échange permettant de penser un avenir commun au travers des commissions de réconciliation et vérité. Alors ça paraît toujours étrange parce que finalement on voudrait ne penser les rapports à l'autre que sur le mode du droit. Ce que les commissions réconciliation et vérité laissent ouvert, c'est la possibilité de penser le rapport à l'autre et un vivre en commun autrement que uniquement dans un rapport de droit. Qu'est-ce que ça demande? Terminer sur la formule de Arendt. Finalement, penser que la politique est invention, penser que la politique suppose de redonner toute sa place à l'imagination, c'est, une fois de plus, comme disait Arendt, oser croire au miracle, c'est-à-dire au miracle de l'action qui constitue même la vie politique et la possibilité d'un vivre ensemble.